Nous sommes samedi 9 juillet, jour de la fête de Tabaski pour les musulmans. Bonne fête à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Regard croisé. Le colonel Assimi Goïta veut-il ou peut-il être candidat à la prochaine élection présidentielle? En tout cas, beaucoup d'observateurs prêtent au président de la transition l'ambition de se succéder à lui-même. Doit-on donner du crédit à cette hypothèse? La question, nous allons la poser à nos invités qui sont ce soir pour vous. Le premier, Issa Kaoudim, président de l'ACRT Faso Kaolé. Monsieur Jim, merci d'être avec nous. C'est moi, je vous en prie. Et notre deuxième invité, Monsieur Mohamed Ousmane Mohamedoun Aïdara, président de l'Alliance pour la refondation du Malien, AREMA. Monsieur Aïdara, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie et tous les plaisirs. Troisième invité, Cheikh Oumar Soumano, président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali. Monsieur Soumano, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier, Barou. Le quatrième invité, Maître Otto Traoré. Maître Koto Traoré, j'y arrive. Il est avocat. Il va incessamment nous rejoindre autour de ces plateaux. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Et bonne fête à tout le monde également. Comme annoncé, aucune autorité de la transition ne doit être candidat aux prochaines élections que le Mali s'apprête à organiser. C'est du moins ce qui ressort dans les résolutions de certaines organisations, en l'occurrence les Nations Unies et la CEDEAO. La question, elle, sera posée à nos invités qui sont ce soir sur ce plateau. Monsieur Soumano, est-ce que ces questions sont posées à juste titre ou à juste raison? Alors, merci bien, Barou. Donc, je me joins à votre voix pour souhaiter là une bonne fête à toute la communauté musulmane. Que ça soit cette année soit une année de paix, de concorde et de réussite pour tous les Maliens. Maintenant, pour revenir à la question, pour moi j'ai lu les deux chartes déjà. Quand on prend l'ancienne charte et qu'on prend la charte révisée, je crois que la question, du point de vue juridique, elle ne se pose pas. Parce que c'est clair, l'article 9 est déjà clair là-dessus. Par contre, qu'est-ce que cet article dit? L'article 9 dit le président de la transition ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. C'est clair. Et que cet article ne peut pas faire l'objet de révision. Mais dans l'ancienne charte, l'article 9 disait plutôt président et vice-président de la transition. Donc pour moi, plutôt des autorités de la transition. Justement, c'est ça que je suis en train de venir. Oui. Maintenant, ça, la question est claire à ce niveau-là. Mais par contre, quand vous regardez la dernière résolution le communiqué final, j'allais dire, de la CEDEAO, la CEDEAO parle plutôt des autorités de la transition. Oui. Donc il y a une espèce d'élargissement du champ des personnes qui sont visées. Et quand on voit autorité de la transition, cela voudrait dire quoi? Avec une interprétation, j'allais dire, très claire, ça veut dire qu'il s'agit du président, des membres du gouvernement, mais également du CNT. Parce que c'est comme ça qu'on attend autorité de la transition. De mon point de vue, quand on regarde, on met à juste la position les deux textes, notre charte, qui de notre point de vue doit être la référence, et c'est que la CEDEAO met dans son communiqué final, parce que la CEDEAO dans son communiqué final a visé également la charte de l'Union africaine. Donc moi j'ai dit à ce niveau-là, il y a un conflit entre, j'allais dire, je ne sais pas comment je dois qualifier le communiqué, est-ce que c'est un traité? Je ne suis pas sûr que ça soit un traité, mais il y a une espèce de conflit entre notre charte, notre droit interne et, j'allais dire, certaines gentleman agreements, si je puis dire, et qui est véritablement le communiqué de la CEDEAO. Donc il faudrait, a priori, qu'on puisse déjà clarifier qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que réellement il faut attendre par autorité de la transition. Ok. Monsieur Jim, on a entendu ces mises en garde venant et de la CEDEAO et des Nations Unies par rapport à une éventuelle candidature des autorités actuelles de la transition. Est-ce que cette crainte de ces organisations est justifiée? Bon, merci. Avant tout propos, je me joins à tous pour prier pour notre pays. La fête, c'est un moment de prière. Ceux qui sont à la Mecque, les Maliens et tous les musulmans du monde, que ces prières, qu'Allah exauce ces prières pour notre pays et pour toute la communauté musulmane. Et prier aussi pour la concorde, pour la paix et le vivre ensemble qui est nécessaire aujourd'hui pour notre cher Mali. Et ceci étant, est-ce que cette inquiétude est justifiée? Oui. Vous voyez qu'à un problème politique, il faut une solution politique. Le problème est politique. Parce que
si je ne suis pas jury, je ne vais pas m'aventurer sur des questions de droit, parce que ça c'est un domaine de compétence avéré, mais c'est un problème politique. Notre pays, c'est à la suite d'une lutte qui a été menée à son temps, au nom du peuple, que je ne vais pas revenir sur, en tout cas, toutes ces formulations, et que les militaires eux-mêmes, au nom de leur regroupement, ils ont dit à l'époque, c'était le CNSP, qui sont venus parachever la lutte du peuple. C'était quoi la lutte du peuple? La lutte du peuple, c'était un président qui avait été élu et que face à des massacres vraiment d'ampleur qui étaient vraiment difficiles à admettre, à partir du moment que l'Assemblée avait voté et avait permis au gouvernement de payer des matériels militaires pour permettre à nos forces armées de sécurité et de défense de juguler cette crise. Et le président même a eu à dire à son temps, paix à son âme, que faute de moyens, ces avions sont cloués au sol, a permis aux Maliens de comprendre jusqu'où il y avait eu des détournements massifs. Et il y avait aussi sur le front social beaucoup de revendications. Vous savez, les magistrats étaient partis en grève pendant pratiquement un trimestre. Les médecins avaient fait pareil. Et celui qui est resté très longtemps, jusque-là, il n'y a pas de solution. Ça, c'est les anciens avec leur article 39 qui avait été une loi votée. Et aussi, je ne vais pas être long, il y avait aussi les élections législatives. Donc, tout cela, les Maliens, dans leur grande majorité, avec les problèmes de Nina, alors ont répondu à l'appel d'alors du Troïka jusqu'au M5 pour demander la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, il y a eu ce qui est arrivé. Les militaires sont intervenus. Ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Qui sont venus parachever la lutte du peuple. J'ai fait partie de bonne foi qui ont cru que les militaires pouvaient mettre tout le monde d'accord parce que c'est des jeunes militaires, c'est des patriotes qui ne traînent pas des casseroles et qui pouvaient vraiment faire des réformes politiques indispensables pour que notre pays ne sombre pas et créer les conditions pour qu'on puisse y revenir aux fondamentaux. Donc, nulle part n'est remis en cause la démocratie, la bonne gouvernance et le caractère laïque de l'État. Donc, pour répondre à votre question, autant d'inquiétudes par rapport à l'éventualité de candidature des autorités de transition, à l'air peut-être aujourd'hui le président Assimi. Je pense qu'Assimi doit respecter un principe s'il veut rendre service à ce peuple. Ok, on va vous revenir tout de suite. Je n'ai pas répondu à la question. Oui, mais on va vous revenir pour ne pas monopoliser aussi la parole. Monsieur Mohamed Ousmane, déjà, est-ce que vous pensez que ces inquiétudes sont assez objectives et fondées, ces inquiétudes exprimées et par les Nations Unies et par la CEDEAO? Bon, premièrement, permettez-moi de joindre ma voix à tous pour souhaiter une fête heureuse et tout le bonheur pour l'ensemble des populations maliennes à l'occasion de cette fête de Tabaski. Souhaiter aussi la paix dans tous les pays et aussi dans la région. Et souhaiter également à nos pèlerins qui sont partis en Arabie Saoudite, prier qu'ils reviennent en bonne santé et qu'Allah exauce les prières qu'ils vont demander à leur famille et à l'ensemble de la nation. Que Dieu les ramène en paix et que Dieu bénisse notre pays. Bonne fête à tous les Maliens, de l'intérieur comme de la diaspora. Pour revenir à votre question, vous savez, je pense que la question ne doit même pas se poser en ce moment. Première chose, la question ne doit pas se poser en ce moment. Le moment n'est pas venu de la poser. Deuxième chose, l'institution qui pose cette question, de mon point de vue, elle n'a pas le droit de poser cette question. Cette question relève exclusivement de la volonté du peuple malien, qui est un peuple souverain dans un État souverain. Parce qu'il faut que nous sortions de ça. C'est des anciennes habitudes pendant des décennies, des ingérences qui ne sont plus acceptables aujourd'hui, ni pour le Mali, ni pour les Africains. La CEDEAO ne doit pas demander aux Maliens qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être. Donc, de ce côté, cette résolution, pour moi, elle est balayée d'office. La CEDEAO n'est pas dans son rôle. La deuxième chose, la question ne se pose pas. Le moment n'est pas venu. Nous sommes dans un processus où il y a des réformes importantes qui vont engager le peuple malien, dans lequel le peuple malien va s'engager, notamment la nouvelle constitution. Ce débat se fera. Et la population malienne, en toute souveraineté, va définir les lignes. Et elle dira la voie à tracer.
Donc la question ne se pose pas. Maintenant, tout ce que je peux dire aujourd'hui, pour la population malienne aujourd'hui, elle n'a pas, dans sa majorité écrasante, de reproches à faire par rapport, en tout cas, à la conduite de cette transition jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est un capital avec lequel il faut faire. Le reste, nous apprécions. Le moment n'est pas venu. Donc, je résume pour dire que la CEDEAO n'est pas dans son rôle. Et au moment opportun, les Maliens vont s'exprimer sur cette question. Et c'est à eux seuls et les intéressés, si vous êtes candidat, qui ont le droit de s'exprimer sur cette question, pas la CEDEAO, encore moins ceux qui lui dictent leur volonté. Je fais un clin à la France, je le dirai tous les jours et au fort. Ok. Maître, vous avez bien fait de nous rejoindre à ce stade du débat. On parlait justement de l'éventualité de la candidature du colonel Goïta. Est-ce que vous, qui êtes un homme de droit, vous pensez que les textes qui gouvernent un peu cette transition permettent aux autorités de la transition d'être candidats? Voilà, je m'excuse pour ce léger retard. Cette question est très importante. Vous savez, cette question, on est en train de l'aborder en occultant un aspect très important. Quel est déjà cet aspect? C'est l'aspect juridique. Vous savez, le fondement de tout pouvoir politique, c'est le pouvoir juridique. Il y a une charte qui est aujourd'hui le support juridique, le cadre juridique qui a institué les trois organes de la transition. Oui. Le président de la transition, le Conseil national de transition, le gouvernement de la transition. Et la même charte a prévu que le président et le vice-président ne sont pas éligibles aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Oui. Et plus loin, il est dit par la même charte que la présente disposition n'est pas susceptible de révision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que même si la charte venait à faire l'objet de révision, l'inéligibilité du président de la transition et le vice-président reste intacte. On va également plus loin dans la même charte qui dit que les membres du gouvernement... Sauf que la charte en vigueur ne parle plus de vice-président. Hein? Non, la charte en vigueur, mais nonobstant, oui, nous avons quand même le président de la transition. Oui. Quoi qu'il en soit, la charte frappe et concerne le président de la transition. Ça, c'est évident et sans conteste. Et plus loin, la même charte dit les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement, ça c'est le Premier ministre et l'ensemble des ministres, ne sont pas également éligibles aux élections présidentielles et législatives. C'est la charte qui le dit. Oui. Vous avez constaté que nous sommes dans une sorte de dualisme juridique. Oui. Mais dans l'esprit même des rédacteurs de la charte, il est clairement dit que même en cas de contrariété entre les dispositions de la charte et la Constitution, c'est les dispositions de la charte qui s'appliquent. Donc cela donne une sorte de primauté à la charte. C'est pour cela que vous constaterez le dernier sommet de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a fait référence au respect des dispositions contenues dans la charte de la transition qui est quand même le support juridique du pouvoir actuel. Okay. Il n'y a pas un pouvoir politique sans un support juridique, sans un cadre juridique. D'accord. Monsieur Soumano, oui, est-ce que les textes sont assez clairs en la matière, comme semble le dire monsieur Maître Koto? En tout cas, moi, l'article 9, comme je l'ai dit, révisé et nouveau, ancien et nouveau, là, c'est l'esprit. Maintenant, la question, moi, ce que j'ai apprécié dans l'intervention du président de l'AREMA, c'est est-ce que c'est le moment de poser la question? Parce qu'aujourd'hui, il y a, comme on dit en droit, il y a un principe qu'on dit l'inopportunité de poursuite. De mon point de vue, on peut faire le parallèle avec l'inopportunité des débats à ce niveau-là. Parce que nous avons, je dirais, des enjeux, nous avons des défis qui sont majeurs auxquels il faut faire face. Et ce défi, c'est déjà de rassembler tout le monde. Ça, sauf que l'enjeu principal de la transition, c'est l'organisation d'élections libres et crédibles, et même ouvertes et transparentes. Je suis d'accord. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une victoire parce qu'il y a eu la loi électorale qui est venue, qui est là, qui a été votée et qui a été promulguée, qui était l'objet de conflit. Parce que qu'est-ce qu'il y a, en fait? Ce que je vais rebondir, c'est que le droit, d'une part, est instrument de résolution de conflits et de contestation,
Mais au même moment, ce même droit est source de conflit. Monsieur Soumaré, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans la langue de bois. Je ne suis pas dans la langue de bois. Non, je suis pas dans la langue de bois. En termes clairs, s'il vous plaît, en termes clairs, est-ce que les textes permettent aux autorités de la transition d'être candidats? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que la charte, elle est claire. Il a rappelé l'article 9, allez-y, l'article 9 a révisé ancien, c'est que le président ne peut pas être candidat. Okay. Et il a dit par rapport au cas du gouvernement. Maintenant, j'ai dit, dans ça, le communiqué a été, le communiqué de la CEDEAO a répliqué textuellement la même chose et a visé également la charte panafricaine. Donc, du point de vue juridique, le débat ne se pose pas. D'accord. Monsieur Njim, si la charte est claire là-dessus, pourquoi les débats se posent aujourd'hui? Sauf que, permettez-moi quand même de rebondir, parce que vous m'avez coupé la parole, vous avez laissé l'honorable dire ce qu'il veut. Sauf que un long développement. Voilà. Bon, il fallait chronométrer. C'est-à-dire qu'au fait, ce qui est important, je l'ai dit, que je ne vais pas m'aventurer sur des questions de droit. Un grand juriste et un éminent avocat vient de nous mettre tout le monde d'accord. La question est politique. Moi, je suis un homme politique. Vous savez, il faut qu'on se dise, moi je comprends bien, Ousmane, je connais très bien qu'il ne porte pas du tout la France dans son cœur, c'est pas conjoncturel. Et ça, je respecte ça, et puis c'est un grand patriote, je respecte ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire. Sauf que nous n'avons pas les mêmes visions de la démarche vis-à-vis de la France. Parce que on ne peut pas se cacher, dire que la CEDEAO est manipulée, la France est derrière, c'est un faux débat. Nous avons une communauté de destin avec la France. Notre langue officielle, aujourd'hui, bien que c'est le jour de la fête, on est en train de parler en français, pour une minorité d'intellectuels qui comprennent. Deuxièmement, ce qu'on ne veut pas admettre, dans la constitution malienne, il est dit que le coup d'État est un crime imprescriptible. Donc on est dans une situation d'abord d'exception. Et cette situation, pourquoi la CEDEAO est intervenue? Le protocole additif de la CEDEAO, le Mali quand même a souscrit, pour dire que dans l'espace CEDEAO, les prises de pouvoir par les armes n'est pas acceptable. Mais sauf que la CEDEAO, même dans ses propres textes, il y a des problèmes, parce que la CEDEAO agit en aval, pas en amont. On met dans le principe qu'il ne faut pas qu'il y ait de coup d'État, et une fois que le coup d'État est consommé, on dit maintenant retour à l'ordre constitutionnel. Et il a bien fait de dire que la CEDEAO ne doit pas s'y mixer, je suis d'accord. Si la CEDEAO ne devrait pas s'y mixer, c'était à nous d'abord de respecter nos lois. C'est nous-mêmes qui avons commencé à violer nos textes. Nous avons dit ici devant le peuple que la transition sera respectée. Dans le premier format, il y a eu un événement. Ensuite, le deuxième événement, celui qui est venu à la tête du gouvernement a dit devant ce même peuple que la transition sera respectée. Et Souleymane Dey, qui est un ancien collègue quand j'étais au CND, qui est président de la commission de loi, mais Souleymane Dey a dit ici, ce gouvernement ne respecte même pas ses propres propos, qu'ils ont déposé au CNT le 3. Et je connais, j'ai fait quelques jours là-bas ou quelques mois, je connais comment ça se passe. Et que eux, en tant que président de commission loi, ils ont pris connaissance de ce dossier le 6 décembre. Alors qu'on a dit au peuple que c'est c'est-à-dire que les assises de refondation qui vont donner le chronogramme détaillé à la CEDEAO. Donc depuis là, d'abord, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et la CEDEAO, la charte qui a été élaborée avec le peuple malien et tout le monde, mais la CEDEAO, c'est sur cette base que la CEDEAO a acté le 18 mois. Mais la CEDEAO n'a même pas imposé des sanctions au Mali parce qu'on n'a pas respecté les 18 mois. La CEDEAO a demandé seulement un chronogramme raisonnable. Et on a traîné pendant 6 mois, mettre le pays dans une situation aujourd'hui difficile pour tout le monde. Et 6 mois après, on se permet d'aller remettre le même chronogramme au CEDEAO. Donc, je dirais vraiment à l'excellent qui est en face de moi, il n'y a pas de cohérence. Si on veut être nous-mêmes, alors on devrait assumer jusqu'au bout. À partir du moment qu'on est allé négocier avec la CEDEAO, en contrepartie, lever les sanctions, nous aurons un chronogramme détaillé. Oui. Et CEDEAO a été très clair. Moi, je n'ai pas entendu, chaque fois j'entends le communiqué du ministre de l'administration territoriale, faire le communiqué chaque fois, il y a un communiqué, il y a un sommet, mais je n'ai pas entendu les autorités du pays pour dire qu'ils sont en phase avec la CEDEAO sur la question. Et pourtant, ils se sont félicités de lever des sanctions. Alors que la CEDEAO, il n'y a pas d'ambiguïté. La CEDEAO a dit clairement qu'ils ne seront pas candidats aux élections. Donc c'est à eux aujourd'hui. Par rapport à ce point précis, vous avez été l'une des personnalités politiques
a appelé à la candidature du colonel Goïta. Mais bien sûr, mais il n'y avait pas de Vous disiez à l'époque que la charte n'était ni un Coran, ni une Bible. Est-ce que de toute façon, ces propos n'ont pas été de nature à nourrir peut-être cette ambition chez ces autorités de la transition? Ma question n'a pas varié. Moi, je suis très cohérent. Je bois du lait. Moi, je crois à Assimi, c'est un patriote. J'ai dit, c'est un jeune militaire, il ne traîne pas de casserole. Le pays est dans une crise depuis des décennies. Et qu'ils pouvaient faire la même chose. C'est des militaires qui connaissent le problème sécuritaire, ils connaissent le problème politique, de mettre tout le monde d'accord pour faire des réformes politiques institutionnelles, et que le chronogramme doit être un chronogramme qui est conforme vraiment aux besoins du peuple, et montrer ça à la communauté internationale, parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Et maintenant, ce qui s'est passé plus tard, on a vu. C'est-à-dire qu'on est sorti, en réalité, comme disent les marins, on est sorti du lit du fleuve. Ce qui se passe aujourd'hui, comme il aime le dire, c'est la France qui est derrière, c'est la CEDEAO qui est derrière. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que les militaires veulent confisquer le pouvoir. D'accord, on va vous redonner la parole. Kaudim, il le dit clairement, la question n'est pas juridique, elle est politique. Vous pensez effectivement que le droit a mis des garde-fous pour une éventualité de candidature des autorités de la transition, mais le verrou peut être sauté au plan politique? Vous savez, merci d'abord d'avoir rappelé à mon frère en face que son candidat était Assimi Goïta, sans aucune ambiguïté. Mais j'ai dit, ce n'est pas ce débat que personnellement je vais faire, parce que je l'ai dit. Non, il s'agit de la possibilité. Je viens. Pour moi, il est inopportun. Oui. Bien sûr que tout est possible, y compris ça. Mais je pense que c'est inopportun. Alors, comme très généralement, on est habitué à travers ces institutions qui ont été créées à un moment. Il a parlé des parallèles, une opportunité de poursuite, une opportunité de débat. Oui. Je vais faire un autre parallèle. Vous savez, lorsque vous prenez des informations sous des tortures, on dit qu'elles ne sont pas valables. C'est valable aussi pour ces conventions. Quand nos chefs d'État signaient cette CEDEAO, avec tous les articles à l'intérieur, ils n'étaient pas libres, ils ne sont pas indépendants. Il y avait des injections, il y avait des menaces. C'était vraiment des textes qui avaient mis ces États dans une forme de camisole. Donc, ils ont vraiment bafoué la souveraineté des États. Maintenant, s'il vous plaît, je viens. Laissez-moi vous poser cette petite question. Oui, allez-y, je vous en prie. On a vu, Kaudim l'a rappelé, les autorités se sont félicitées de la levée par la CEDEAO des sanctions qui étaient contre le Mali. Mais dans cette même résolution, il y a une partie qui est contre l'éventualité de la candidature de ces mêmes autorités. Est-ce que vous êtes preneur d'une partie de la résolution en ignorant l'autre partie, par exemple? En tant que mouvement, les autorités n'ont pas réagi. Je pense que c'est normal qu'elles réagissent. Le gouvernement a réagi. Le gouvernement n'a pas réagi par rapport à cet aspect. Non. Oui. Par rapport à cet aspect de restriction. Il s'est félicité de la levée de l'embargo. Mais ils n'ont pas réagi par rapport à la restriction. Parce que de mon point de vue, pour le gouvernement, c'est sans objet. Pourquoi réagir par rapport à une résolution que la CEDEAO prend alors qu'elle sait pertinemment qu'elle ne rêve pas de sa compétence? Ça, c'est le pouvoir souverain d'un État. C'est lui qui décide qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être. Ça, honnêtement, à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas débat. Par contre, les mouvements comme nous avons réagi pour rappeler à la CEDEAO qu'elle est sortie du champ qui est son champ. Elle est rentrée dans le domaine souverain d'un État maintenant. Et je reviens là-dessus pour dire, avant tout, il y a un chronogramme qui a été validé par cette CEDEAO. Dans ce chronogramme, avant d'arriver aux élections, il y a un certain nombre de réformes qui doivent être faites et qui sont validées avec la CEDEAO, pour lesquelles notre pays est d'accord. C'est pourquoi je reviens pour dire que, à mon avis, ce débat, il est lancé. Vous êtes membre du CNT. Que dit la charte par rapport à la candidature des autorités de la transition? La charte, elle dit exactement ce que les confrères ont dit. Oui. Mais c'est pour vous dire que le contexte actuel, nous sommes dans une logique où un document plus important est contextualisé et en débat et va passer devant le Parlement. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ce débat est inopportun. On ne peut pas les lancer et dire le oui et le contre alors qu'on est dans un travail qui peut chambouler et bouleverser tout ça. Et c'est la volonté du peuple malien qui va s'exprimer, ce n'est pas la volonté de la CEDEAO. D'accord. Il a clairement, les perspectives, c'est pour une nouvelle constitution. À l'arrivée de la nouvelle constitution, la charte devient, en tout cas,
va mourir de sa belle mort, hein, pour ne pas reprendre certains propos. Alors, déjà, je ne sais pas, parce que là, pour le moment, nous ne savons pas Sauf que les réformes prévues prévoient effectivement parce que, une nouvelle constitution. Il y a une nouvelle constitution, mais qu'est-ce que la loi dit, qu'est-ce que la charte dit? C'est que la transition prend fin après l'élection du nouveau président. Oui. Est-ce à savoir, est-ce que entre-temps, la nouvelle constitution qui va entraîner la 4e République sera votée avec un référendum? À l'évidence, si on regarde un peu le chronogramme. Oui, assez voilà. Maintenant, étalé. Le contenu, aujourd'hui, je ne sais pas, parce que comme on dit, l'objet de cette constitution, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va dire concernant la candidature éventuelle. Mais à l'état actuel des choses, les choses sont très claires. Parce que je vous ai dit, le renvoi, la lecture claire de l'article 9 concernant le président et de l'article 11 et 12 concernant les membres du gouvernement, c'est clair. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de chose. Mais entre-temps, s'il y a une évolution, comme on dit, bon, il y a rien d'immuable, quoi. Tout est immuable, en fait. Il y a des choses, le contexte peut changer. Et si entre-temps, d'aventure, la nouvelle constitution prévoit une telle possibilité, en ce moment, c'est au peuple de tirer les conséquences. Parce que le peuple sera en tout cas consulté pour donner son avis à travers le référendum. Maître, d'aucuns disent qu'un président démissionnaire, un président de transition démissionnaire cesse d'être président aussi. Oui, tout ça c'est une possibilité d'analyse politique. Il faudrait qu'on soit objectif sur la question. Vous avez parlé de l'opportunité de ce débat. Le débat, il est très intéressant. Je pense que le débat a été posé depuis l'adoption de la loi électorale. Oui. Vous savez, avec l'adoption de la loi électorale, que ce débat est ressuscité quand une exception a été accordée aux militaires. Oui. Là, c'est ce qui a suscité le débat. Dans le principe, c'est 6 mois. Oui. Maintenant, démissionner 6 mois avant l'élection du président de la République. Oui. Maintenant, exception accordée aux militaires 4 mois. Oui. Donc, c'est cette exception qui a suscité le débat, et le débat est légitime. Parce que vous savez, les élections n'est pas que seulement de cadre juridique. L'élection, c'est aussi le cadre politique. Les acteurs qui en organisent doivent être des acteurs qui vont naturellement inspirer la confiance. Parce que vous savez, les défis que les autorités de la transition ont jusqu'ici menés sont des défis très lourds et louables, il faut le reconnaître. Donc, ce qui va être le parachèvement dans les conditions normales qui va permettre à notre pays d'avoir des institutions crédibles, issues des élections saines, transparentes, ça c'est la position aujourd'hui de ceux qui sont en charge de l'organisation de ces élections-là. Il ne faut pas oublier que nous avons connu des élections les plus reçues. C'est fait à l'issue de la transition. Si nous prenons le 92, vous avez vu, l'élection d'Alpha, premier mandat, il n'y a pas eu de contestation. Vous prenez le cas d'Ibrahim Boubacar Keïta en 2013, parce que l'élection a été organisée dans un contexte qui prêtait à confiance. C'est très très important. Mais maintenant, si le président venait à démissionner, la charte n'a pas explicitement prévu ce cas. Et s'il démissionne, il n'est plus président de la transition. Ça, c'est clair et net. Et en ce moment, il peut prétendre être candidat. Maintenant, en ce qui concerne les membres du Conseil national de transition, la charte est claire. La charte n'a pas posé une condition d'inéligibilité en ce qui concerne les membres du Conseil national de la transition. Ceux qui sont formellement visés dans la charte, c'est le président de la transition et les membres du gouvernement. Maintenant, si le président venait à démissionner, on se retrouve dans une autre cas de figure qui n'a pas été prévu par la charte. Donc, naturellement, il pourra prétendre être candidat. Maintenant, pour éviter des éventualités qui peuvent encore entasser les efforts, même si les efforts de la transition, il faut le reconnaître, c'est quand même de rester à équidistance, permettre vraiment aux acteurs de mener ce jeu à l'issue duquel nous ayons vraiment un président élu et sans contestation. Un autre aspect, vous avez touché, vous dites, si la nouvelle constitution venait à être adoptée, il risquerait de faire table rase à la transition. Non, ce n'est pas possible. Je vous ai dit que la charte de la transition, c'est le cadre juridique, c'est le cadre juridique de la transition. Vous savez, les 3 autorités de la transition tiennent leur existence juridique de la charte. C'est pour cela la CEDEAO, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a fait référence, parce que
Honorable vient de le rappeler, Kaudim vient de rappeler tout à l'heure que c'est quand même l'ensemble des forces vives au sein du Comité national pour le salut du peuple qui ont quand même légiféré à adopter la charte. Donc, c'est un texte à valeur juridique qui va organiser la transition jusqu'à son terme. La nouvelle constitution ne pourra pas faire table rase. Si cela venait à faire, les trois autorités de la transition difficilement aura quand même un support juridique. Il faut qu'on soit cohérent et constant sur cet aspect-là. Monsieur Njim, si le colonel Goïta était amené à démissionner, qu'est-ce qui pourrait finalement empêcher à être candidat à l'élection présidentielle? Vous savez, ce que j'aime dans ce pays, la diversité d'opinions converge vers vraiment l'intérêt du peuple. Et l'imminent avocat vient de dire quelque chose, sauf que je vais ajouter un autre exemple. Vous savez, en 92, la constitution qui régit la Troisième République, c'est la suite d'abord d'un coup d'État pour ceux qui ont été renversés, le régime de l'Union démocratique du peuple malien, qui était parti État. Il y avait une constitution. Mais quand il y a eu le coup d'État, les acteurs du mouvement démocratique, que nous étions des lanceurs de pierre, on parlait d'insurrection. Et ensuite, dans la constitution, vous allez voir que c'est la révolution du 26 mars, comme le nom du stade du 26 mars. Et entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? On a dissous la constitution. C'est-à-dire que ça a été très clair. La constitution a été dissoute. Je parle sous l'autorité de l'éminent avocat. Donc il y avait une loi fondamentale qui a été écrite, qui a régi la transition. Mais la constitution, la conférence nationale était souveraine sur 3 points. L'adoption d'une nouvelle constitution, la charte des partis politiques et la loi électorale. Pendant 15 jours, dirigé par Amadou Touane-Touré, qui était le président de transition, qui mettait tout le monde d'accord. Mais cette constitution est rentrée en vigueur avec l'élection du président. Est-ce que la question que je vais poser à l'honorable député, maître, c'est que même si on fait une constitution, mais on ne va pas aller dire que cette constitution va s'appliquer à la transition. Tout de suite et maintenant. Moi, je ne suis pas un juriste. Est-ce qu'elle pourra s'appliquer à la transition? Non. Donc, du coup, c'est un faux débat. Parce que les réformes de transition, c'est là où je dis que Assimi doit être au service de la solution et non être un des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on est allé trop loin pour revenir en arrière. Le soutenir, oui, pour la réussite de la transition. Aujourd'hui, il doit mettre tout le monde d'accord. Enlever toute ambiguïté qu'il n'est candidat à rien. Et que les réformes politiques seront faites pour l'intérêt du Mali, pas pour les politiques, pas pour qui que ce soit. Ces réformes institutionnelles doivent être faites pour la génération future. Ceux qui veulent la souveraineté du Mali, qu'on ne vient plus mettre les nez de l'extérieur dans nos affaires, et je suis d'accord avec eux. Nous, qu'on veut que les nœuds viennent, mais en nous respectant, nous aussi, on va dire que le peuple, par référendum, va l'adopter. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce mécanisme-là qu'il faut expliquer au peuple malien. Parce que tout ça, là, c'est intellectuel, c'est trop cosmétique, c'est trop intellectuel pour que les gens comprennent. Donc, pour répondre à votre question, Assimi ne peut pas être candidat. Même s'il démissionne. Non, mais même s'il sort de l'armée, il ne peut pas être candidat. Parce que s'il veut être candidat, il va nous créer d'autres problèmes. Parce que le problème que je vais vous poser, que lui, très nationaliste, mais moi, je ne suis pas nationaliste, mais nous sommes tous des patriotes. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? La CEDEAO refusera. Et ça va être notre bras de fer. Alors qu'on a vu seulement pour donner des chronogrammes détaillés, on a pris 6 mois pour rien. Et demain, vous pensez que la CEDEAO va se coucher, qu'on va dire qu'ils sont candidats? Non. Donc aujourd'hui, il faut travailler pour le futur. Parce que, comme on le dit à Bamananka, laissez-moi dire ça, même si on va bien illustrer, c'est-à-dire que wara ben wara. Mais ni mine de là, au tidou djona. Parce qu'il n'y a pas à bas la France, à bas la Russie, là, c'est un faux débat. Toutes les grandes puissances visent leur intérêt. Donc c'est à nous d'avoir l'intelligence de défendre les intérêts du Mali sur des institutions fortes et non des hommes forts. Comme Obama lui a dit, ça nous a fait mal. Mais nous, on est dans le culte de personne. Il faut qu'aujourd'hui, Assimi réussisse la transition en mettant tout le monde d'accord sur les réformes nécessaires pour le futur. Voilà notre position en tant que soutien à la réussite de la transition. Monsieur Mohamed Ousmane, pour préserver le cours normal de la transition, est-ce qu'il ne revient pas au colonel Goïta aujourd'hui de siffler, si vous voulez, entre guillemets, la fin de la récréation, dire que je ne serai pas candidat? Ce n'est pas plus facile. Non, je ne vois pas une raison qui justifie qu'il fasse une telle déclaration. À mon avis, il n'y a aucune raison à le faire. Il a toutes les raisons, s'il vous plaît, quand on sait qu'il y a une bonne partie de l'opinion qui lui prête cette intention, également la communauté internationale
Bon, vous savez, les opinions, vous n'y pouvez rien. Les opinions vont continuer. Même s'il faisait cette déclaration, les opinions vont continuer à dire des choses autres que celle-ci et peut-être les mêmes. Ce que je vais dire tout simplement, qu'en parlant de la démission, la nouvelle constitution ne va pas faire rase sur la charte, c'est clair. Mais ce qu'il faut rappeler, je ne présage pas de qui va être candidat et qui ne va pas l'être, mais ce qu'il faut rappeler, en démissionnant, il devient un citoyen comme tous les citoyens. Je m'arrête là, c'est sans commentaire. En démissionnant, ça ne compromet ni la charte, ni la constitution. En tout cas, il devient citoyen avec les mêmes droits que tous les citoyens. Maintenant, je n'en dirai pas plus parce que je dis, ce débat, de mon point de vue, il est trop tôt. Et c'est normal qu'il ait lieu parce qu'il a été suscité par cette interrogation et cette résolution de la CEDEAO. Et je m'arrête là. Est-ce que finalement, on ne peut pas reprocher au rédacteur même de la charte d'être, si vous voulez, de l'inattention? Bon. Ou bien c'est bien prémédité, c'est à la suite d'une malice bien préparée? Moi, je vais encore faire appel au texte, à des principes généraux de droit pour résoudre ces questions-là. Premièrement, en matière de droit, la bonne foi se présume, la mauvaise foi se prouve. Et en l'occurrence, si quelqu'un pense qu'il a des intentions, il doit le prouver. Mais sa bonne foi de ne pas être candidat se présume. Ça, c'est le droit. Deuxième chose, je rappelle aussi un fondement qu'on est en train de négliger, mais je pense que... Par rapport à cette, si vous voulez, par rapport à cette bonne foi, le fait de ramener les délais de démission d'un militaire de 6 mois à 4 mois, est-ce que cela s'appelle de la bonne foi, par exemple? Pour moi, la bonne foi, déjà, c'est dans la charte. Maintenant, ceux qui veulent raisonner sur la base d'un texte qui est lié à la loi électorale et qui prouve que cela est fait, telle sur mesure, ils n'ont qu'à prouver. C'est pour ça que j'ai dit la bonne foi se présume, la mauvaise foi se prouve. Ils n'ont qu'à faire la démonstration par A plus B. Autre chose, qu'on a tendance à... je vois, on me dit, la question a été posée et semble être tranchée, mais je voudrais aussi rappeler quelque chose d'important. C'est que la loi électorale, c'est pas... Ça, c'est dans l'esprit de la loi. Et la loi électorale, dans 3 cas, quand la loi même le prévoit, c'est le cas, par exemple, de la durée de la transition. Ça a été appliqué il y a quelques mois avant. La loi électorale, quand c'est dans l'intérêt exclusif de celui qui bénéficie, et la loi électorale dans le silence. Donc, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas possibilité que la nouvelle constitution qui sera adoptée et qui va consacrer la 4e République ne pourrait pas régir la transition. Ça, c'est pour moi, d'un point de vue juridique, c'est aussi... il faut prendre cet aspect en compte. Mais vous pensez à la rétroactivité de la nouvelle constitution? J'ai rappelé juste des principes. Moi, encore une fois, je reste derrière les principes généraux de droit. J'ai dit, moi... La rétroactivité, généralement, c'est en matière pénale, hein? Allez-y. Non, c'est ça que j'ai dit, mais la charte, là, n'a pas de rétroactivité. La loi qui n'a pas de rétroactivité, c'est pas en matière pénale. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, mais pourquoi les gens n'ont pas créé scandale? Donc, il faudrait que quand on analyse, mais ce qui est important, encore une fois, moi j'ai dit, c'est quand je disais que le problème ne se pose pas parce que quand on se consacre, on se focalise sur ce débat, ça va divertir. Il y a des urgences. Aujourd'hui, pour moi, la priorité, c'est rassembler tous les Maliens. C'est ça mon point de vue, en fait. Voilà. Aimer le Mali, c'est aussi anticiper certaines situations. La candidature du colonel Goïta, quelles pourraient être ses conséquences et ses avantages pour notre pays? Bon, pour notre pays, avant de répondre à cela, je vais peut-être dire qu'on ne sait pas rappeler, peut-être faire une mise à niveau par rapport à la rétroactivité de la loi. Oui. Je n'ai pas dit que la nouvelle constitution, vous savez, j'ai même dit au départ que nous sommes dans une sorte de dualisme juridique. La constitution d'une part, l'actuelle constitution est en vigueur, elle est appliquée. Elle est appliquée. Et au même moment, la charte est appliquée. Donc, rien n'empêche que, même quand... dans le raisonnement de certains qui pensent que dès que la nouvelle constitution venait à rendre, la charte sera totalement, c'est-à-dire mise à côté. Ce qui ne serait pas possible. Les 2 textes vont continuer à coexister jusqu'à la fin de la transition. C'est ce que j'ai dit. Donc, il a parlé de la rétroactivité. Non, la rétroactivité, il faudrait que ça soit prévu. Oui, expressement prévu. On n'est pas dans le cas de figure. Et dans le cadre politique, vous avez parlé du silence en faveur de celui qui va être candidat. Je pense que il faudrait que la rétroactivité soit expressément prévue. On n'est pas dans le cas de figure pour le moment. Okay. C'est des éventualités qui peuvent se faire. Maintenant, pour revenir sur la candidature de colonel... Les avantages et les conséquences. Moi, je pense pour
que Assimi reste dans l'histoire, c'est mon point de vue en tant que citoyen qui parle, vu son engagement du début de ces événements de la transition jusqu'à nos jours au service du peuple malien et l'ensemble des autorités de la transition, il serait quand même bon de pouvoir boucler cette phase, parce que c'est la phase la plus importante aussi. On parle de la refondation. Et vous avez vu tout récemment la mise en place du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations issues des assises nationales de la refondation, et prouve à suffisance qu'il tient à la refondation du Mali. Mais maintenant, candidat, je dis, ça risquerait de créer ce qu'on appelle un problème de confiance, une crise de confiance entre d'abord les acteurs politiques. Au-delà des acteurs politiques, ça va nous amener encore à nous mettre en porte-à-faux avec nos partenaires stratégiques. Il faut vraiment rappeler ça, la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union européenne, les Nations Unies, etc. Parce qu'il faut intégrer dans la donne, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Ça, c'est une évidence absolue. Donc, le rappel de la CEDEAO, moi, je ne dis pas que c'est une mise en garde. Ouais. Vous savez, on est dans le cadre d'exception. Ce qui fait que la CEDEAO intervient parce que la rupture constitutionnelle a été observée depuis le 18 août 2020 dans notre pays. Il est aussi du devoir de la CEDEAO, le Mali étant membre, de veiller à ce que nous puissions revenir dans l'ordre constitutionnel. Mais maintenant, pour garantir ces retours de façon définitive, il serait quand même bon, à mon avis, que l'actuel président de la transition, qui est rentré dans l'histoire, il faut le dire, d'une manière ou d'une autre, on peut ne pas. Mais quand même, c'est quelqu'un qui s'est donné sa personne, son engagement, et pour essayer de refonder le Mali, il doit rester à équidistance par rapport à ces échéances électorales qui va permettre à notre pays d'avoir vraiment des institutions qui seront non seulement transparentes, capables et en dehors de toute contestation. Et la marche continuera et il pourra revenir. Et rien n'empêchera qu'après, c'est-à-dire comment dirais cet épisode, Assimi reviendra et le Malien voterait pour lui, puisque le Malien garde un souvenir. D'accord. Monsieur Njim, au regard du contexte, est-ce que selon vous, une éventualité de candidature du colonel Goïta présente des inconvénients ou des avantages pour la stabilité du Mali? Avant de répondre, je vais répondre un peu à l'honorable Ousmane, qui dit qu'il devient un simple citoyen. Non, je conteste. Combien de décrets il a signés pour nommer, pour destituer? Tous ceux qui sont aujourd'hui dans les rouages de l'État, Assimi les tiennent. Si nous, on a été destitués parce qu'il a un décret. Si j'étais un élu du peuple, je ne peux pas le faire. Maintenant, ça veut dire que même eux, tous au CNT, celui qui n'est pas d'accord avec lui, vous allez partir. Le message était très clair. Il a dit qu'il était mon candidat. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais pourtant, quand j'ai dit quelque chose en disant ne pas aller au bras de fer avec la communauté internationale, j'ai été destitué, emprisonné. Bon, ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment le Mali puisse s'en sortir. Oui. Moi, je pense que ceux qui aiment le pays, qui aiment Assimi, doivent lui tenir un langage de vérité. Dans la plus grande courtoisie, dans le plus grand respect, personne ne remet en cause que c'est un bon soldat, que c'est un patriote, que ce qu'il fait, il le fait avec le Mali, mais il ne peut pas le faire sans le Mali. Et le Mali n'est pas ceux qui sont avec lui. Le Mali, c'est l'ensemble des Maliens qui raisonnent aussi en des dimensions, comme vient de dire l'excellent juriste. On ne peut pas vivre en autarcie. Aujourd'hui, le Mali ne peut pas défier la CEDEAO. Le Mali ne peut pas défier l'Union européenne. Le Mali ne peut pas défier les Nations Unies. La preuve en est qu'on a renouvelé le mandat de MINUSMA. Donc, ce qui est important, en dehors du cadre juridique, ça c'est le support. Mais l'affaire est politique. Si on a ramené de 6 mois, 4 mois, depuis déjà, c'est une volonté. Parce qu'on sait que 6 mois c'est long, 4 mois c'est court. Mais quand vous mettez tous vos hommes, vous avez eu le temps d'aller faire des forages partout. Vous partez partout avec les moyens de l'État, avec les fonds de l'État et avec des hommes nommés partout, mais le jeu est faussé. Et vous, au lieu que les réformes institutionnelles soient pour le futur, va être
pour le chef. Parce qu'au Mali, on obéit au chef et non aux institutions. C'est ce qui a fait que nous sommes dans ce merdier. Si la Constitution avait bien joué ses rôles par rapport à certaines élections, lui, il a eu à dire que les meilleurs moments des meilleures élections ont été faits pendant des périodes de transition, parce que les acteurs de transition étaient équidistants. Et si les acteurs de transition obéissent au chef pour qu'il soit président, parce qu'ils savent que s'il n'est pas président, il y a beaucoup d'entre eux vont disparaître, parce qu'ils n'ont pas de matière. Donc du coup, ils vont surfer sur ça. Moi, je pense qu'il ne sera plus un simple citoyen. Donc pour répondre à votre question, les avantages et les inconvénients. Plus d'inconvénients que d'avantages. Mais il n'y a même pas d'avantages. Parce que la carte d'avantage est déjà obsolète. D'accord. Les inconvénients, c'est qu'on va retourner à la crise. Et ça, le Mali n'a pas besoin. Les acquis doivent être préservés pendant la transition. Tout ce que l'armée a fait, il faut capitaliser. Tout ce que les Maliens ont pris conscience qu'on peut résister à certains dictats, là où je suis d'accord avec l'honorable Ousmane, moi je apprécie son combat patriote, mais je ne suis pas dans leur affaire là. Mais par contre, il faut qu'on s'écoute. On peut ne pas être d'accord, mais de comprendre que ce n'est pas une partie qui va prendre le dessus sur une partie. L'armée étant une institution neutre par principe, et si un militaire étant dans une situation d'exception, après avoir consommé 2 coups d'État, et il veut faire la politique de je suis, je reste, c'est pas bon pour le pays. D'accord. Monsieur Mohamed Ousmane, selon Kawaki, l'éventuelle candidature de Goïta ne présente aucune vertu pour la stabilité du pays. Vous savez, aujourd'hui, il faut que nos politiciens intègrent le fait que les Maliens ont changé. Les Maliens ont changé, et le Mali aussi a changé. Vous en êtes un? Il faut faire avec. Les Maliens ont changé, il faut faire avec, il faut les comprendre. Faire peur aux Maliens aujourd'hui, déjà, on va être en autarcie, ou bien la CEDEAO ou le monde, ça ne prend plus les Maliens aujourd'hui. Nous avons déjà vécu beaucoup de choses avec de grandes forces, des institutions, le monde entier était là, pourtant on a sombré, on est devenu encore, on est parti trop loin dans les trous, ça ne marche plus ça. Aujourd'hui, c'est du concret. Et en parlant de concret, vous avez vu, il a dit le langage de la vérité. Je crois que c'est le langage de la vérité qui a permis au peuple malien et à ses institutions de résister à toutes ces difficultés liées à cette épreuve d'embargo. C'est vraiment le langage de la vérité. Et pourtant, il y a eu tellement de langage, de communication, les prix sont montés, souvent c'est des faux calculs, souvent c'est des faux prix. Tout ça, les Maliens ont vécu ça. Et pourtant, les Maliens ont résisté parce qu'il y a un langage de vérité. Alors, aujourd'hui, je parle en fonction de ce que je sais. Aujourd'hui, c'est lui qui va dire aux Maliens aujourd'hui que la candidature d'Assimi Goïta ne serait pas avantageuse. La personne risque de se mettre les doigts dans les yeux, je dis haut et fort. Parce que les Maliens aujourd'hui n'ont vu que des bonnes choses dans le leadership d'Assimi Goïta. Alors, en parlant de démission, je reviens là-dessus. Oui. Même s'il a été président, chef de l'État, quand il démissionne, il devient un citoyen, il a les mêmes droits que tous les autres. Il a le droit d'élire et il a le droit de se faire élire. Ça, c'est clair. En tout cas, il n'est plus aux affaires, même s'il a été aux affaires. Ça, c'est très clair. Et quelque part, je crois qu'il y a 3 choses. Il y a 3 choses aujourd'hui, de mon point de vue, pour les Maliens lambda, pour diriger le Mali actuel. La première chose, de mon point de vue, c'est le courage. La deuxième chose, c'est la loyauté envers Dieu et envers le peuple. Je veux dire la loyauté envers le peuple. Et la troisième, c'est la compétence. Et je crois que pendant ce temps, les Maliens ont eu à apprécier ces qualités. C'est cet homme aujourd'hui qui dirige le pays. Donc je ne peux pas dire que s'il devient encore président, ça ne va pas être avantageux. Ce serait plus qu'avantageux. Oui, mais je ne présage pas pour vous dire qu'il sera candidat ou il ne le sera pas. Mais je vous dis exactement ce que je pense de la situation. Inconvénient, je n'en vois aucun. Parce que de toutes les façons, il ne faut pas qu'on confonde la volonté de la majorité à l'unanimité. L'unanimité n'existe pas. Il y aura toujours des gens qui diront qu'ils ne sont pas d'accord. Quand on a parlé de la rétroactivité de la loi, c'est un mot que j'ai réservé vers la fin. Je suis content qu'ils aient anticipé là-dessus. Vous savez, la Constitution, la tâche, tout ça est lié à quoi? C'est lié à la seule volonté du peuple. C'est le peuple qui décide de ce que va être la Constitution et il l'adopte en majorité. Elle devient ce que le peuple veut qu'elle soit. C'est aussi clair. Alors, si le peuple dit que cette Constitution, cette nouvelle Constitution aujourd'hui va repêcher dans le passé, c'est la volonté du peuple et elle s'appliquera. D'accord.
Donc en réalité, c'est pourquoi je reviens là-dessus pour dire que ce débat nous a été imposé par cette résolution de la CEDEAO, mais il est inopportun. Le moment n'est pas venu. En temps opportun, les Maliens décideront en toute souveraineté de ce qui va être fait. Ok, je vous pose la même question sur les vertus ou les inconvénients d'une éventuelle candidature du colonel Goïta. Déjà, je reste toujours dans les principes. Hein. Et quand je reste dans les principes, je vais te faire un débat de personnes, mais je vais quand même donner, chaque chose a des avantages et des inconvénients. Mais ce que je vais dire, moi, une fois, un de mes débats ici, je l'ai rappelé, j'ai dit j'ai beaucoup de respect pour la constitution de Madagascar, parce que c'est dans la seule constitution où le président candidat démissionne et se met à équidistance de l'arène de l'État. C'est-à-dire des reines de l'État, il se met de côté, il devient. Mais qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, le débat qu'on sort, en termes de désavantages, ce qui a été développé, quand je regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait des candidats présidents? Des présidents candidats, je veux dire. En 92, Alpha 97 est réélu. Il était en fin de mandat, il était en même temps candidat. Ibek ATT a connu ça, Ibek a connu ça. Donc, vous voyez, là, aujourd'hui, les gens n'ont pas posé qu'il n'y a pas de légalité de la change. Parce que ce que je comprends, les gens estiment que quand il va être candidat, il y aura une rupture d'égalité de chance. Ça suscite au Mali. Oui, c'est un inconvénient. Bon, si c'est un inconvénient, mais pourquoi par le passé, ça n'a pas été dit pour les autres? Et c'est pour ça Sauf que pour le passé, on a une assemblée qui est issue du peuple, mais cette assemblée a été nommée par, si vous voulez, le CNT a été nommé par le président qui éventuellement démissionne. Mais regardez ce qui se passe en France. Le président a été fraîchement réélu, mais il a perdu la majorité, pourtant il a organisé les élections. Oui. Donc qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Pour moi, le débat, c'est de travailler à l'indépendance des organes électoraux. Maintenant, quelqu'un, si aujourd'hui, supposons par exemple que la majorité veut qu'il soit président, pourquoi lui éviter cela? Moi, je réfléchis comme ça. C'est-à-dire, quand on essaye de dire inconvénient, avantage, pour moi, on personnalise le débat. Il faudrait rester derrière les textes. Et quand on reste derrière les textes, jusqu'à preuve du contraire, moi, j'estime que le président Assimi est de bonne foi parce que ce qui se dit, il n'est pas candidat pour moi. D'accord. Voilà. On va faire le dernier tour de table. Maître, qu'est-ce que vous voyez comme suite à ce débat? À ce débat, moi, je ne préjuge pas. Je pense que, jusqu'à preuve contraire, comme il l'a si bien dit, le président lui-même ne s'est jamais manifesté, n'a jamais posé un acte allant dans le sens de sa candidature. Donc ils font allusion au fourrage et même sa visite à Nyoro, la manière dont il a été accueilli. Vous savez, il y a une foule en liesse, une foule de grands jours qui l'a accueilli à Nyoro du Sahel. Il faut rappeler que Assimi demeure aujourd'hui l'un des hommes. Aujourd'hui, il est en fonction politique, l'un des hommes politiques les plus populaires. Il faut le dire, ça c'est grâce à son engagement, comme j'ai dit, et à son patriotisme. Ça, c'est une évidence absolue. Oui. Ça, c'est clair et net. Maintenant, présumer qu'il sera candidat, vous savez, il n'a pas posé un acte qui le prouve, qui l'atteste, qui nous amène. Mais le débat posé en tant que tel a sa raison d'être, parce qu'on est dans un cadre politique. On va continuer toujours à se poser la question, jusqu'à la dernière minute, s'il ne serait pas candidat ou pas. Cette question va être continuellement être posée par les hommes politiques, par la classe politique, et dans le souci, pour eux aussi, c'est dans le souci de la transparence, c'est dans le souci de la crédibilité. Comme j'ai dit, il ne faudrait pas aussi que ce débat occulte l'enjeu essentiel qui découle, c'est-à-dire des réformes institutionnelles, politiques et juridiques qui sont aujourd'hui envisagées. Il faudrait que la classe politique s'en approprie et mène le débat, parce que c'est des réformes qui vont redéfinir et donner un autre type du Mali conforme à notre vision d'indépendance, de souveraineté et d'hommes intègres. Monsieur Dim, comment vous voyez la suite de ce débat? Avant de répondre, j'ai entendu mon honorable membre du CNT dire que les politiciens, je l'ai connu en tant que vice-président de CODEM. Bon, vraiment, je crois qu'il est mal placé pour parler de politiciens. Maintenant, ce qui est important, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on raisonne avec beaucoup de discernement. Une fonction qu'il assume aujourd'hui est politique. Donc, un homme politique, quelle est la différence? C'est la fonction qui fait de vous un homme politique. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. La souveraineté, ce n'est pas un décret.
La souveraineté, ce n'est pas des expressions. La souveraineté, c'est un travail d'ensemble. Pour être souverain, il faut faire le travail qui vous donne la souveraineté. Elle est économique, elle est culturelle, elle est politique, elle est militaire. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est important, que tout le monde a reconnu pendant cette transition, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de recréer aux Maliens que nous, si nous voulons, nous pouvons. Et ça, il faut y avoir un arbitre. Aujourd'hui, Assimi joue le rôle d'arbitre. Et s'il reste dans son rôle d'arbitre, il permettra au peuple malien d'aller à cette réforme nécessaire pour aller de l'avant. Mais s'il veut être arbitre, juge, je pense que ce serait un gâchis. Vous avez 30 secondes. Bon, je ne vais pas être long, je n'allais même pas parler, mais comme il m'a taquiné un peu en parlant des vice-présidents CODEM, je lui rappelle seulement que c'est un ancien coordinateur de la CEMAS qui a été dégagé de la CEMAS. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui ne doit pas parler en toute franchise et avoir des orientations. J'assume les passés politiques. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent, nous l'assumons avec fierté. Il s'agit d'un combat pour sauver le Mali des griffes de tout le monde. Et je termine pour dire bon vent à cette transition et surtout bonne préparation pour une très bonne post-transition. Salam alaikum. Allez-y. Donc moi, je vais plutôt attirer l'attention des uns et des autres. Qu'avant que le jeu électoral ne commence, qu'il y ait un pacte de reconnaissance, qu'il n'y ait pas de violence post-électorale, quoi. Ça va être une réussite assez avec. On va finir la transition avec beauté, que tous les candidats qui vont se déclarer puissent reconnaître que, en tout cas, les élections, les résultats qui seront proclamés par la Cour constitutionnelle seront reconnus de tous et qu'il n'y ait pas de violence post-électorale. Voilà ce que je pourrais préconiser, ce que j'appelle de mon vœu. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Regard Croisé. Nous réfléchissions sur l'éventualité de la candidature du colonel Assimi Goïta. Pour trancher, si vous voulez aborder la question, nos invités étaient M. Issa Kaoundim, président de l'ACRT, Faso Kawele, M. Mohamed Ousmane Mohamedoun Aydra, président de l'AREMA, Cheikh Oumar Soumano, président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, et Maître Koto Traoré, avocat. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, bonne fête de Tabaski à tous les musulmans à travers le monde.